Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 6 septembre 2022 et c'est la fin de l'abondance. On vous a parlé à plusieurs reprises durant ces derniers mois de la tendance forte des algorithmes d'intelligence artificielle qui génèrent des images à base d'un texte, d'instructions que vous communiquez. Et cet été, je vous disais qu'ils étaient plus accessibles que jamais, avec notamment Midjourney, qui ne nécessite finalement qu'un compte Discord et une petite inscription sur le site pour générer des premières images. Et puis, on arrive à un nouveau marqueur dans l'histoire de ces services. Tenez-vous bien, une peinture a obtenu le premier prix alors qu'il s'agissait bel et bien d'une image générée par Midjourney. Un peu modifié, certes. Bon, on va en parler ensemble parce que l'actualité est évidemment propice à ce sujet. On va également vous parler des trucs cool ou parfois un peu moins cool, vous le savez, dans ce type de salon, mais en tout cas donc de l'IFA et d'autres sujets, parmi lesquels quelques infos autour des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui a préparé cette émission. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, oui, très bien même. Très bien, donc j'ai oublié de rappeler que tu étais l'auteur du livre Machine de jeu. Alors je le répète tellement en le mentionnant rapidement que les gens ne savent peut-être pas ce que c'est, mais allez chercher dans les livres, vous verrez. Guillaume Poggiaspala et Machine de jeu, ça vaut le coup de regarder. Il y a quelques années, Guillaume, tu disais quand c'est ouvert, n'entrez pas. Ça avait beaucoup plu à la communauté en dénonçant un peu les magasins qui blindaient de clim ou de chauffage et qui laissaient leur porte ouverte parce qu'ils disaient c'était plus commerçant. Alors je dois dire que c'est pas parfait aujourd'hui, évidemment. Mais est-ce que t'as pas l'impression que le contexte actuel, notamment quand on regarde la crise de l'énergie un peu qu'on vit, a fait un peu évoluer les choses, ou en tout cas rend peut-être un peu moins original ou exceptionnel tes remarques? Attends, mais tu rigoles, mais il y a une loi qui est passée quand même. Ah oui, mais t'as raison, je l'avais plus en tête, t'as raison, donc, effectivement. Oui, je pensais surtout sur l'approche des gens, en fait. Oui, alors c'est vrai, l'histoire et les actes législatifs te donnent raison, voilà. mais au-delà de ça, je trouvais même que le regard du grand public était assez acquis. Ah bon ? Ah d'accord. Moi je vois encore plein de tout. Enfin je veux dire, moi je vois encore plein de gens qui ouvrent qui climatisent quand même. Ça se fait toujours, et d'ailleurs on verra cet hiver si ça fait une différence, parce qu'évidemment c'est la même chose, donc on verra bien. À suivre. Avant de vous dérouler nos sujets et de les commenter ensemble, on veut évidemment remercier tout particulièrement les soutiens Patreon. Il y a Jean-Pierre Hulmeau, il y a The Pomme qui a fait son retour, Alexandre Nouvel, Jean-Baptiste Chancerel, Jonathan, Édouard Marquet, Samuel McCarthy, Dominique Van de Drich. Excuse-moi d'avoir écorché peut-être ton nom. En tout cas, ils soutiennent financièrement Tech Café et ils sont devenus quelque part des auditeurs VIP premium, et donc pour faire comme eux, si vous le souhaitez, et soutenir le podcast, c'est super simple. Il vous suffit de vous rendre sur patreon.com/techcafé, vous inscrivez sur le site, et en échange de quelques euros par mois, vous profitez notamment du flux privé pour écouter le podcast sans la pub et surtout sans engagement. Alors merci beaucoup et bravo à celles et ceux qui font la démarche sur patreon.com/techcafé. Et nous avons également des commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict. Il y a des étoiles qui se rajoutent aussi sur Spotify, mais je vais citer tout particulièrement l'avis de Thium0 qui met détente garantie avec un max d'infos. Il dit le couple, parce que oui, tiens-toi bien, nous sommes un couple, des deux Guillaume se complètent à merveille, bonne humeur, infos toujours bien expliquées et détaillées, du pur bonheur, et que dire des émissions où ils sont dans leur garage. J'adore, merci à vous. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, que de souvenirs à l'époque dans notre garage. On est même un vieux couple. On est un très vieux couple, ouais, on est un vieux couple, effectivement, c'est beau, c'est bien vu. Excellent. On a évidemment plein d'échanges qui continuent à avoir lieu sur le serveur Discord. Donc le lien est dans les notes de l'épisode. Il y a même, tenez-vous bien, des développements de jeux vidéo qui se font en temps réel. Là, j'ai retesté un jeu qui est en train d'être développé. Je vous en dis pas plus, allez jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup. Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc parler de ces services assez magiques qui arrivent à générer des images sur la base de simples requêtes. Et effectivement, il est question désormais de chef-d'œuvre, Guillaume. Ben ouais, écoute, on dit vraiment, franchement, on vit une époque surréaliste, quoi. Alors, c'est vrai. Déjà parce qu'on a droit à 5 catastrophes par jour quand tu ouvres le journal ou n'importe quelle appli. C'est vrai, mais c'est aussi une époque où un programme de deep learning a gagné un concours d'art plastique
alors même que ce type d'algorithme n'existait pas il y a 2 ans. C'est un des premiers à grande échelle à faire ça à grande échelle, c'est DALL-E, et le logiciel est sorti en janvier 2021. DALL-E, DAL avec DAL-E bien entendu, hein, donc le logiciel. Et DALL-E le moustachu, lui par contre, il aurait adoré ça, je pense que vraiment DALL-E, ouais. Donc Salvador Dali bien entendu. Alors précisément, c'est Jason Allen, lui, qui a gagné un concours d'art numérique de l'État du Colorado. En n'étant pas du tout un artiste, hein, le mec dirige une boîte de jeux de société sur table, donc le gars est par contre très intéressé par la tech, et il a payé un accès pro apparemment à Midjourney, donc qui est un site relativement récent quand même, hein, et qui propose grosso modo la même chose que Imagen et DALL-E 2. Donc vous allez... et pas Dalida, attention, hein, DALL-E 2. Donc vous écrivez l'image vous décrivez en fait l'image que vous voulez, et le programme, il la produit en quelques dizaines de secondes, voilà, par exemple. Donc, c'est un algorithme donc dit de text to image, donc il y a des milliards d'images avec leur description qui doivent être digérées pour espérer avoir des résultats présentables. Donc on utilise aussi des IA pour décrire les images, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que on utilise des IA pour décrire les images qu'on envoie, et ensuite on donne les couples pour entraîner un autre algo. Donc on utilise vraiment plein de choses, c'est quand même assez complexe. Les modèles qui font ce genre de trucs sont très gros quand même, hein, évidemment. Étonnamment, ils sont moins gros que les plus gros modèles actuels de langage. Donc si tu regardes GPT-3 ou Blenderbot, donc on en a parlé la dernière fois, il faut quand même 175 milliards de paramètres, alors que DALL-E en fait seulement 3,5 milliards. Donc ça explique aussi pourquoi il y a déjà plusieurs modèles fonctionnels qui sont disponibles, en Midjourney donc, mais aussi Stable Diffusion, que vous pouvez même installer en local sur votre PC. Alors à condition d'avoir une bonne carte graphique, hein. Bon moi je peux pas, par exemple, il faut 10 gigaoctets de VRAM minimum. Donc donc c'est une 3080 ou mieux. C'est pas inaccessible, c'est ça qui est fou. C'est pas inaccessible au grand public, même si voilà, ça réserve quand même à des bourgeois, parce que quand même 3080 tout le monde n'en a pas une, mais bon. Donc voilà, donc j'ai pas pu l'utiliser en local, mais je l'ai quand même utilisé donc la version, peut-être probablement une version un petit peu limitée, donc qui est en ligne, dispo gratuitement. Donc on a déjà parlé de ces trucs-là, de Imagen et de DALL-E 2. Perso, moi je suis totalement bluffé par ces machins. Je m'en suis pas remis, c'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas avec la galerie d'exemples de Midjourney que ça va s'arranger, hein. Je vous ai mis ça en lien, évidemment. Certaines images sont d'une beauté, mais c'est à peine croyable. Je suis abasourdi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, DALL-E repousse encore les limites en offrant une possibilité de compléter une image. C'est tombé aujourd'hui. C'est incroyable, ça. Il devine ce qui est hors cadre, en fait. Vous avez une image, par exemple un tableau, et puis il peut deviner ce qui est hors cadre, ce qui est hors champ. Donc l'exemple donné, c'est fou, c'est La jeune fille à la perle de Vermeer, qui est donné en entrée à DALL-E. Et on lui demande tout simplement de deviner ce qu'il y a autour de la jeune fille, quoi. Et l'algo continue donc la peinture, avec un intérieur d'époque, dans un style qui est cohérent avec celui du peintre. Et tu peux même préciser ce que tu veux. Tu peux demander de compléter Mona Lisa avec une scène post-apocalyptique. Je te dis, je m'en remets pas. C'est vraiment absolument incroyable. Alors je sais bien, hein, qu'ils mettent en valeur que les meilleurs des meilleurs résultats. Mais je suis quand même sous le choc. Les exemples de Midjourney s'accompagnent des prompts, donc les prompts qui les ont générés. Alors prompt, c'est un mot qui va devenir d'usage courant dans le domaine de l'illustration très rapidement, puisque le prompt, c'est la description que tu donnes à l'algo et qui va le pousser à produire cette image. Et plein d'autres. Parce qu'en fait, chaque fois que tu donnes un prompt, il y a une infinité d'images possibles pour tout prompt. Donc en général, il t'en donne 4, 10, je sais pas, mais l'image que toi tu vas retenir, évidemment, c'est une des images de cette prescription, enfin pour cette description, celle qui te plaît le mieux, celle qui est la plus jolie. Et donc c'est par le prompt que l'algo sait aussi quel morceau, quelle structure, quels ensembles de teintes, quel style il va aller chercher dans ce qu'il a appris, et combiner pour produire une image qui représente effectivement ce qui est demandé. Donc en ligne donc avec Stable Diffusion, quand on essaie, on constate que c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine d'avoir ce qu'on veut en fait, hein. Parce que parfois l'IA donne des résultats en privilégiant un mot plutôt qu'un autre, parfois elle ignore certains trucs. Les résultats sont pas systématiquement ni beaux, ni justes, ni même cohérents d'ailleurs, parce que parfois il y a des artefacts assez visibles. Tu sais, typiquement des mains qui se fondent dans le décor, une main qui se transforme en la table, enfin des trucs zarbi. Des visages pas très très logiques, parfois aussi, mais bon. Oui, carrément. En tout cas, après c'est peut-être aussi cette version de Stable Diffusion qui est moins puissante aussi que d'autres trucs. Faudrait tester d'autres trucs, bien entendu, mais il faut aussi se battre avec la sémantique d'ailleurs. C'est ça qui est marrant, parce que par exemple, robot painting, ça peut vouloir dire un robot en train de peindre, mais ça peut aussi vouloir dire une peinture de robot. Et Stable Diffusion, il produit préférentiellement des peintures de robots. Donc faut trouver le moyen aussi de lui faire comprendre l'algo ce que tu veux. Mais bon, revenons à Jason Allen, qui a donc utilisé Midjourney pour créer l'image de base. Après, il y a eu Photoshop pour retoucher certains détails. Bon, voilà.
des chevelures, des trucs qui lui plaisaient pas trop. Et enfin, il a utilisé une autre AI, une autre intelligence artificielle, ce qui s'appelle Gigapixel AI. Donc c'est un logiciel qui permet de faire du super sampling, c'est un algorithme de deep learning encore, qui accroît la résolution d'une image, sans que ça se voit du tout. Et là, c'est d'ailleurs tout à fait bluffant aussi. Et ensuite, il a fait imprimer en grand format. Après, il restait plus qu'à trouver un nom cool. Et le nom cool, c'est Théâtre d'opéra spatial. Voilà, en français dans le texte, bien sûr. Donc il a présenté ça dans la catégorie Digital Art du concours des juges. Les juges, sans savoir le moins du monde, hein, que cette image avait été générée algorithmiquement, ils lui ont décerné le premier prix. Et ça pose bien sûr une montagne de questions, ça. Donc, bon, évidemment, premièrement, est-ce qu'il a triché ? Alors techniquement, non, parce que la catégorie Art Digital pose pas vraiment de restrictions qui pourraient interdire clairement l'usage de Midjourney. Largement parce que cet outil était complètement impensable, ne serait-ce que l'an dernier. Bon, de toute façon, donc bon. Voilà, mais bon. Ensuite, il a rien caché. Donc, il était écrit dans sa description, hein, Jason Allen via Midjourney. Donc, évidemment, peu de gens connaissent Midjourney. Donc, quand un juge voit ça, ça tilte pas, hein. Ouais, clairement, il a pas fait le rapprochement. Mais bon, il a été transparent. Ouais, je vous l'ai dit. Bon, il est resté honnête. Alors, est-ce que ça fait réagir sur Internet ? C'est peu de le dire. Il y a eu énormément de discussions et de réactions très négatives, d'ailleurs, aussi. Alors, on se doute que beaucoup considèrent ça comme de la triche pure et simple. Allen n'a rien dessiné. Il a rien peint, il a rien modélisé en 3D. À peu de choses près, il s'est contenté de donner quelques mots à un algo et de sélectionner son image préférée. Et ensuite, il y a inévitablement la peur du remplacement d'une partie des milliers de l'image par des algorithmes, hein, à brève échéance, voire la mort de l'art, voilà, tout simplement. Voilà, l'art est mort. Non, je déconne. Je sais pas exactement ce que c'est l'art de toute façon, en fait. Bon, par contre, je pense que c'est clair qu'on est à un tournant historique. Étonnamment, les modèles de langage combinés avec les algorithmes de reconstruction d'images auront devancé les chatbots et les interfaces en langage naturel dans la course à la killer app, j'ai l'impression, à l'outil quotidien révolutionnaire qui sera donné par l'intelligence artificielle. Parce que c'est presque fait, en fait, hein. Tout ça est encore en bêta, voire en alpha, on va dire. Mais à brève échéance, oui, les algorithmes de production d'images vont devenir un outil banal et quotidien. Ça va changer pas mal de choses en profondeur. Bon, déjà à la marge, il y aura probablement dans les concours d'art plastique, il y a 2 nouvelles catégories. Tu vois, une catégorie art algorithmique, je sais pas, art fait par des intelligences artificielles, ou des nouvelles restrictions. Mais surtout, voilà, n'importe qui pourra avoir n'importe quelle illustration personnalisée gratuitement sur son blog, son jeu vidéo, son bouquin, qu'est-ce que tu veux. Et oui, du coup, les boulots d'illustrateurs, les business de banque d'images vont subir ça aussi de plein fouet, j'imagine. Ça veut pas dire que la création humaine va disparaître, hein, certainement pas. Déjà, on voit déjà un petit peu les limites des algos aussi, hein. Les défauts, c'est peut-être des défauts temporaires, mais enfin voilà, ils ont des stéréotypes stylistiques, ils ont des redondances, parfois ils font les choses pas très bien. Puis c'est des trucs qui font que combiner des choses qu'on a déjà vues dans le passé, donc une perfusion régulière de créativité sera quand même nécessaire pour pas tourner en rond, je suppose. Et puis surtout, ils comprennent pas ce qu'ils produisent, donc pour avoir des ensembles de productions cohérentes, je sais pas si c'est vraiment jouable. Tu vois, un illustrateur peut créer un univers avec une direction artistique. Un algo, non, je pense pas. Par contre, maintenant qu'ils sont là, ils vont pas disparaître, les algos. Ils vont continuer, ça sera un nouvel outil qui va se normaliser, et auquel le secteur devra s'adapter, et je sais pas à quel point ça sera dur, mais évidemment, ça va changer des choses. Après, ça s'est déjà passé plusieurs fois par le passé, hein, je veux dire, c'est vraiment pas la première fois. Au XVIIIe siècle, il y a des peintres qui utilisaient une caméra obscura, c'est une chambre noire, tu vois ce que c'est ? Ouais, il y a une chambre noire avec un petit trou ou un dispositif optique qui permettait de projeter un endroit de l'extérieur sur un des murs de la pièce. Et après, il s'en servait comme modèle pour peindre par-dessus. Donc, en gros, il décalquait, quoi. C'était mal vu. Certains pensaient même que c'était un péché, hein. Il y a eu des procès en sorcellerie. Bon, les procès en sorcellerie, ça allait vite à l'époque, hein. Mais bon, plus près de nous, au début, la photographie, c'était aussi perçu comme une tricherie. C'était pas bien considéré par les peintres, hein. Après tout, il suffit d'appuyer sur un bouton, hein. Franchement, comment est-ce que ça pourrait bien être de l'art ? On a même la tricherie de la photographie faite par le smartphone qui réinterprète des choses. Est-ce que c'est vraiment de la photographie ? Finalement, c'est marrant de voir que la question se pose assez régulièrement. Là où tu dis qu'il y avait... C'est encore difficile pour ces algorithmes de générer des images avec une certaine cohérence, enfin, disons de raconter, on va dire, une histoire qui a une continuité graphique. Moi, il y avait un petit exemple qui m'a marqué. Il y a la chaîne de Sylvain, je sais pas si tu connais, mais j'en parle de temps en temps, où le A s'écrit avec un Q. Il est revenu sur l'affaire Blake Lemoine cet été et ils ont illustré la vidéo avec plein d'images qui étaient générées par Midjourney et ça donnait une espèce de cohérence qui était un peu facile, hein, parce que c'était pas un
personnages qu'on retrouvait et c'était des scènes d'ambiance. Mais c'était bluffant de voir que il reprenait des dialogues et les illustrait en gros avec ces images de Midjourney. Je trouvais ça bluffant. Alors, pour la petite anecdote, si vous voulez tester Midjourney, il vous suffit d'ailleurs d'aller sur le Discord de Tech Café. Il y a un channel Midjourney, puisqu'on peut le brancher sur un serveur Discord, et vous pourrez le tester. Vous avez 25 requêtes qui sont gratuites, donc ça me permet de faire un petit peu de promo avec le Discord de Tech Café. Et tu disais tout à l'heure, et c'est un truc qu'il faut préciser, je pense, quand tu dis le coût, il a payé en gros un abonnement à Midjourney Pro, quoi. Alors effectivement, il y a la version gratuite qui te permet de générer à peu près 25 requêtes avec Midjourney. Et ce que je trouve dingue, c'est que c'est hyper accessible. Pour $10 par mois, tu as grosso modo un quota de 200 images par mois, ce que je trouve hyper accessible et qui est largement suffisant pour beaucoup d'usages. Et tiens-toi bien, si tu veux un usage illimité, ce n'est que $30 par mois. C'est quoi à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle de certains producteurs? C'est hyper accessible. Moi, c'est ça que je trouve complètement dingue. Après, pour avoir joué avec Stable Diffusion cet après-midi pas mal, t'y évites quand même aux 200 images générées quand même. Oui. Exact. Moi, je t'avoue que j'avais pris un abonnement là cet été à Midjourney pour vraiment le tester. Bon, je suis pas arrivé aux limites et puis je me suis désabonné parce que je pense que j'aurais pas suffisamment de besoins. Même si je me disais, tu vois, qu'on aurait pu illustrer tous les épisodes de Tech Café avec des images générées par Midjourney, ça aurait peut-être vite ses limites, je trouve, sur le rendu graphique. Et puis, il y a aussi de quoi y passer vachement de temps. Mais moi, ça me captive. Et il y a tout un courant d'ailleurs. Je pense que tu voulais probablement peut-être l'aborder, mais il y a tout un courant qui risque de se dessiner. C'est le fait que il y a sans doute des personnes qui vont se spécialiser sur la rédaction de requêtes, les fameux prompts que tu décrivais tout à l'heure, qui déclenchent la génération d'images, parce qu'on se rend vite compte en jouant avec ce type d'algorithme que certains mots-clés, certaines requêtes, la façon de construire la phrase amènent à des résultats que tu arrives un petit peu à orienter. Je sais pas si tu voulais revenir un peu dessus, Guillaume. Alors tout à fait. Donc ça c'est vraiment qui dit nouvel outil dit nouveau marché. Bon, alors pour les fabricants de logiciels bien sûr, mais aussi pour ceux qui maîtrisent ces logiciels. Alors, il faut voir aussi qu'il y a pour l'instant, c'est vrai que les interfaces, on voit l'interface qui est purement sémantique, quoi, hein, tu rentres des mots, mais en fait, il y a aussi d'autres types d'interfaces, de manière de parler à Midjourney et de parler à ce genre de logiciel. Par exemple, il y a la possibilité de faire une image et de lui donner comme exemple, si tu veux, de ce que tu veux, et ensuite de moduler dessus. Donc par exemple, très simplement, tu traces viteuf, je sais pas, un paysage, mais vraiment très très simple, hein, avec 4 traits et un peu de couleur, et tu lui précises ce que tu veux, tu vois, c'est ambiance science-fiction, tu vois, nature science-fiction, machin. Et lui, il imagine l'image, non seulement avec les mots, mais aussi avec l'image. Donc il y a une possibilité aussi de faire ça. Je pense qu'il y a il y a d'autres moyens de parler à ces algorithmes qui vont se développer rapidement. Mais déjà, même aujourd'hui, effectivement, il y a donc des gens qui maîtrisent donc Midjourney, en se bornant à donner des mots-clés, en fait, déjà. Donc ça paraît pas très impressionnant comme ça, hein, tu donnes des mots-clés, mais il y a déjà un site qui monétise ces prompts. Donc vous payez quelques dollars, et vous recevez quelques mots, qui, donnés au bon modèle, va produire des images qui correspondent à ce que vous voulez, de manière à peu près systématique. Donc ça paraît totalement inutile, évidemment, comme service, mais en réalité, derrière chaque illustration qui est incroyable et magique, hein, que tu voyais sur Internet, se cachent parfois des dizaines d'heures et des centaines d'essais pour pouvoir avoir exactement ce qu'on veut, ou au moins un truc proche de ce qu'on a en tête. Parce que le prompt contient une description de la scène qui marche, mais aussi du style, de la composition. Il faut trouver celle qui marche, celle qui fait cracher à l'algo un truc qui ressemble à ce que vous avez en tête. Et si vous voulez vous épargner ça, vous épargner tout ce temps, vous allez sur Prompt Days. Bon, perso, je suis presque aussi fasciné de voir la vitesse à laquelle vont les gens pour monétiser un service qui n'existe presque pas encore, en fait, hein, puisque Midjourney est toujours en bêta, je rappelle, mais bon. Ouais. Prompt Days prélève quant à lui quand même 20% sur les ventes, donc lui il peut pas se tromper, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Et bon, les prompteurs, on peut les appeler comme ça, ils ont parfois des techniques assez avancées pour savoir quoi dire à l'IA, en fait, c'est-à-dire comment parler aux IA. En particulier, il y a Justin Reckling, qui est vendeur sur Prompt Days, qui explique dans une interview que parfois il en discute avec GPT-3, c'est-à-dire avec une autre IA. Par exemple, sur une scène de manucure, il demande à GPT-3 d'expliquer ce qu'il voit. Alors voilà, il dit c'est une scène de manucure, comment tu me la décrirais?
Et lui, GPT-3, il a décrit et il s'en sert de base comme pour alimenter, tu vois, Midjourney ou un autre. Hein. Donc dans Midjourney, tu peux même ajuster le poids de chaque mot-clé. Donc tu peux créer un prompt. Donc par exemple, voilà. Je savais même pas. Si, un chien devant sa niche. Tu peux mettre plus ou moins de chiens, plus ou moins de niches. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, tu peux effectivement pondérer comme ça tes mots-clés. Et donc, un prompt, comme tu l'as dit, forcément, comme ça prend énormément d'essais, t'arrives vite aux limites de la formule gratuite, et du coup, ça peut coûter 10 ou 15 $ à créer un prompt, en fait. Hein. Et donc, en général, un prompt, tu le vends, 5 $, et puis si t'en vends 3, t'es bon, et ça roule. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que nouveau métier est en train de naître avec, probablement, hein. Évidemment, il y a des futures interrogations concernant les droits d'auteur. Est-ce qu'il y a les droits d'auteur sur les prompts? Doit-on s'inquiéter de ces nouveaux algos? Vont-ils créer de nouvelles vagues de créativité dans le monde? Voilà, on n'était encore qu'au début d'une nouvelle ère dont on ne devine même pas encore les contours. Écoute, oui et oui. Je vais aller retourner moi sur la documentation de Midjourney de laquelle je me suis trop rapidement détourné parce qu'effectivement je vois les poids. Alors ce qui était intéressant, j'avais vu qu'il y avait des requêtes qu'on pouvait faire, ne serait-ce que pour les formats de l'image, bon évidemment, hein, mais il y a aussi effectivement beaucoup de critères qui font que je vais devoir me relancer dedans parce que c'est beaucoup trop captivant. Il y a quelque chose d'un peu hypnotique d'ailleurs, je trouve, à utiliser ce type d'outil, de voir l'image se composer sous tes yeux. Ouais, il y a quelque chose d'addictif. Ouais. Puis tu changes un petit truc, tu essaies de voir, tu influes sur le... Parce que c'est rarement, en fait, ce que tu as vraiment en tête qui produit, en réalité. Exactement. Il produit toujours un truc bizarre. Et donc, en fait, tu itères, et ça devient vite addictif. Hein. Et d'où, encore une fois, je peux comprendre que certains sentent qu'il y a une forme de dialogue avec ces algorithmes, évidemment qui ne sont pas du tout des dialogues, mais il y a ce sentiment comme ça de dialoguer avec une forme d'intelligence qui te restitue des images sur la base de ce que tu demandes. C'est surtout qu'en fait, t'apprends à utiliser un logiciel différent qui s'utilise différemment de manière sémantique, en fait. Et ça, c'est très nouveau quand même. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc qui est très cool chez Midjourney pour boucler un petit peu dessus, c'est qu'il y a effectivement, comme tu dis, le showcase, et donc il y a en gros la sélection des créateurs qui est vraiment bluffante. T'as raison, il y a plein de déchets qui sont pas montrés, mais quand même, ça arrive à des résultats assez incroyables. Et il y a des aperçus des prompts et vraiment ça donne des idées. Et c'est marrant de voir que certains s'appuient sur des mots-clés du style Unreal Engine, le rendu d'une image avec Unreal Engine ou 8K ou Octane, et qui sont en fait des trucs, je trouve, assez artificiels parce que on est en train d'utiliser des terminologies de rendu technique alors qu'en fait, c'est l'interprétation que va faire l'algorithme de ce rendu technique sur la base d'autres images qu'il a pu digérer. Oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est des nouveaux logiciels dont l'interface est sémantique. C'est pas une interface avec une souris, un truc, elle est pas graphique, cette interface, elle est verbal, sémantique, je sais pas, voilà, un truc comme ça. Donc en fait, il faut comprendre comment la machine associe des styles à des mots. Et en fait, tu sais très bien que la machine, elle associe des styles à des mots par la fréquence, c'est tout. Donc elle a vu des millions d'images produites par Octane, peut-être pas autant, mais enfin bon, elle a vu beaucoup d'images produites par Octane, donc qui est un moteur de rendu 3D, un ray tracing très très réaliste. Et donc elle associe ce style à ce truc-là, tu vois. Et ça, on le sait. C'est complètement artificiel, mais c'est comme ça qu'on sait que c'est fabriqué, tout simplement. Ouais. Et ça fait partie de l'expertise de savoir comment utiliser ce truc, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et au même titre que, je pense, il y a eu toute une interaction sur la base d'instructions texte dans l'informatique pendant longtemps et que l'interface graphique avec les fenêtres a su supplanter ça. Il y a peut-être quelque chose à trouver pour rendre encore plus accessibles les prompts. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être que ça se justifie pas du tout. En tout cas, c'est probablement ces images de génération, enfin, ces algorithmes de génération d'images, le truc le plus concret qui s'immisce dans notre quotidien pour percevoir à quel point il y a des métiers, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, qui peuvent être bouleversés. Et c'est que le début, parce que des algos, il y en a, mais toujours plus sur des rendus de visuels et qui vraiment finissent de nous exploser le cerveau, Guillaume. Mais non, parce que oui. J'adore cette phrase. Non, parce que oui. Bien sûr. L'adore, je vais la reprendre. Non, désolé. Donc, je reprends. Donc oui, soyons positifs. Les algos d'aujourd'hui sont déjà incroyables, hein, c'est clair, mais ceux de demain, ceux qui sont encore à l'état de publication scientifique, ils sont pas mal non plus. Hein, et alors, vous voulez des exemples volontiers? Donc vous connaissez la légendaire efficacité des algos de Google Pixel Phone pour se débrouiller super en basse lumière, comme ça, avec un nombre limité de capteurs même. Et il y a RAW-NERF, pour Raw Neural Radiance Fields, qui prend des clichés RAW, donc, d'une scène, une vingtaine, voire moins, et qui peut reconstruire les images même en ultra basse lumière avec une quantité improbable de bruit. Donc une scène éclairée par une seule bougie,
elle est reconstruite parfaitement, avec un luxe de détails. Non seulement ça, mais on peut aussi varier le point de vue, on peut varier l'exposition, on peut varier la mise au point, tout ça après coup. Et ça marche même en HDR, quand tu reconstruis l'image à partir de plusieurs expositions pour avoir tout exposé idéalement, même de manière artificielle d'ailleurs. Donc vraiment, on est à la frontière entre la photographie et l'image de synthèse. La frontière se brouille complètement parce que t'as des données qui sont issues effectivement de la réalité, mais tout est reconstruit en réalité. Absolument tout est reconstruit par des algorithmiquement. Et d'ailleurs, les NERF, et donc pas les flingues en plastique, les Neural Radiance Fields, voilà, explosent aussi déjà littéralement chez Nvidia. Donc ils peuvent reconstruire des vues en 3D arbitraires à partir d'une suite d'images. Bon, ça a quelques mois déjà. Donc une sorte de photogrammétrie, mais sans polygones, jamais. C'est-à-dire les données de représentation de la scène ne sont pas des polygones, ne sont pas des points dans l'espace, ce sont des images références, et le rendu est fait par le réseau à chaque demande de nouveaux points de vue. Jusqu'à présent, il fallait plusieurs heures pour recalculer tout ça, pour recalculer un point de vue à partir de ce truc d'image. Nvidia est passé de 30 heures à 30 secondes avec son implémentation NGP pour une séquence démo, ce qui fait de NGP un algo quasi temps réel en fait. Alors bon, ok, c'est un petit peu saccadé sur une 3090 et pour 1080p. Donc voilà, c'est déjà, effectivement, on ne peut pas dire que ça va aller dans un jeu vidéo tout demain, mais c'est déjà incroyable si on considère la complexité de la chose. Tu prends 20 photos et tu as une scène directement dans laquelle tu peux te déplacer librement. C'est absolument incroyable. Et donc, l'amélioration en termes de temps de rendu en si peu de temps, parce qu'il y a quelques épisodes de Tech Café où tu nous parlais de ces rendus Nvidia qui ont progressé si vite. Ça va à une vitesse incroyable, clairement. Il y a un papier d'ailleurs qui s'intéresse à ce qu'on pourrait faire avec une seule image et qui a produit un algo capable de générer des visages artificiels. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, ces This Person Does Not Exist, c'est vieux maintenant, mais en 3D cette fois. Donc alors pas encore totalement en 3D à 360, mais le point de vue peut varier sans problème. Donc tu peux tourner autour de la tête d'une bonne trentaine de degrés, je dirais, et le fake reste totalement crédible. Et ça marche aussi avec les chats. Donc, ça, si ça marche avec les chats. C'est un point vendeur. Et tu peux aussi donner une image cible, comme je disais d'ailleurs, voilà, là, c'est possible aussi, tu donnes une image cible, genre tu as une photo de Tom Cruise, tu peux faire converger l'algo vers un visage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Tom Cruise, et après tu peux faire varier le point de vue, parce qu'il l'a reconstruit, mais en 3D en plus. Donc, si tu veux une reconstruction en 3D totale d'ailleurs de la tête aussi, il s'intéresse à ça chez Microsoft. Donc, il recrée une sorte de masque animé en 3D, très précis, via un simple flux vidéo. Alors, c'est très efficace en plus, ça peut se faire sur un seul cœur CPU. Et plus prosaïquement, et près de nous, l'IA a déjà des applications fabuleuses, puisqu'une IA de Google et Capgemini vient de rapporter 10 millions de dollars à l'État français. Ça vaut le coup quand même. En analysant les images aériennes pour détecter les piscines illégales. Voilà. Et c'est un début. À l'échelle du pays entier, ça pourrait rapporter 4 fois plus. Il y a, alors, autre truc, voilà, complètement magique qui fait rêver, l'IA pourrait aussi révolutionner l'industrie du call center. Donc j'ai eu du mal à y croire, mais apparemment, selon Gartner, il y aurait 17 millions de call centers dans le monde. Et il n'y en a que 1,6%, il y a que 1,6% des interactions qui sont automatisées aujourd'hui. Et en 2026, au train où ça va, ça pourrait être 10% d'automatisation, et rien que ça pourrait économiser 80 milliards de dollars au secteur. Donc voilà, vous allez parler à des robots. Je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle en tout cas, mais bon. Je sais que tu t'en réjouis et que tu appelles ça de tous tes vœux depuis très longtemps, vu ton amour pour les chatbots. C'est vrai. Et ça arrivera bientôt, Guillaume. Mais au moins, je pourrais être désagréable avec sans culpabiliser. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Sinon, on culpabilise un petit peu parce qu'on sait qu'il y a des humains, mais si on a pu. C'est marrant, mais je voudrais pas trop faire dériver l'épisode qui va être forcément trop long du coup, mais ça pose même cette question. Tu vois, je me rappelle de Pierre-Olivier Dibman, il y a de ça quelques années, qui nous disait que il trouvait ça horripilant, le fait de considérer les assistants vocaux à la maison, tu sais, les bons vieux OK Google complètement foireux, parce que ça personnifiait ça et il y avait ce rapport à le respect de cette voix ou au contraire la relation très froide qu'on devait avoir avec. Enfin, ça posait ces questions-là et ça pose aussi les questions avec les interactions de ce type de service avec des intelligences artificielles, je trouve encore plus qu'avant, mais bon. Ok, et puis ça nous amène à un sujet assez captivant là encore que tu as identifié. C'est un article du MIT Technology Review où on a une question qui mérite d'être posée et qui mérite d'être relayée dans Tech Café, Guillaume. C'est au fond ces algorithmes qui arrivent à nous ressortir autant d'informations et autant, prenez les guillemets, d'intelligence. Au fond, qu'est-ce qu'ils ont comme données et surtout, quelles données ils ont sur nous ?
Ben oui, parce que qui dit nouveaux algos, tout ça, dit aussi nouveaux problèmes, en perspective quand même. On a évoqué GPT-3 et Blunderbot déjà plein de fois, c'est des modèles à 175 milliards de paramètres. Il a fallu les régler, tous ces paramètres, et tout ça, ça se fait avec des milliards de pages de texte. Grosso modo, tout le texte dispo sur Internet, voilà quoi. Donc, peut-être vos informations, mais certainement. Donc, qu'est-ce qui répond GPT-3 si tu lui demandes qui est Guillaume Vendée, par exemple? Alors, bon, nous, on n'a pas essayé, mais il y a une journaliste du MIT qui l'a fait pour nous. Enfin, pas avec Guillaume Vendée. Pas avec Guillaume Vendée, effectivement. Et bon, en tout cas, elle s'appelle Melissa Heikkilä, et GPT-3 lui a répondu qu'elle était une journaliste finlandaise spécialisée en économie et en politique. Super. Pas mal. Il a aussi dit qu'elle était Miss Finlande 2014 et qu'elle avait concouru à Miss Univers, et aussi qu'elle était joueuse de hockey professionnelle. Bon. C'est pas tout à fait vrai, je crois. C'est pas tout à fait vrai, non, effectivement. En gros, GPT-3 hallucine en recombinant les multiples sources sur les multiples Melissa Heikkilä du pays, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Donc, il a pas forcément complètement tort à 100%, parce que, comme il y en a plusieurs, bon. Mais pour son chef, par contre, Matt Honan, qui lui est beaucoup plus présent sur Internet, donc il y a beaucoup plus de données éventuellement convergentes sur lui que sur une multitude de gens sur lesquels on a très peu d'infos finalement. Donc là, pour Matt Honan, donc qui est le rédac-chef du journal MIT Technology Review, c'est plus perturbant, parce que si on demande au modèle des infos personnelles sur lui, il donne un mélange d'informations vraies et fausses. Donc même des trucs précis, par exemple, il a 2 filles, il habite à San Francisco. Bon, par exemple, il donne un faux numéro de téléphone pour une adresse qui est approximative. Et ce qui est marrant, c'est qu'il l'accuse d'avoir piraté Barack Obama. C'est faux, il n'a pas piraté Barack Obama. Ni Barack Obama, d'ailleurs. Effectivement. Mais bon, il a parlé de hacking dans Wired en 2012, en fait. Mais c'est lui qui a été hacké dans la fuite de données Apple. Et assez célèbre, cet article, ça avait fait un petit peu date parce que ça montrait à quel point une entité comme Apple, notamment, était extrêmement facilement piratable avec du social engineering, parce que il suffisait de les appeler, grosso modo, en leur donnant 2-3 infos assez facilement accessibles, et on arrivait à récupérer les accès à un compte. Bref, parenthèse terminée. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais bon, effectivement, le système GPT-3, il s'en fout. Lui, il récupère tout ce qui est en ligne, il crée des corrélations entre les termes qu'il rencontre, quand il la rencontre suffisamment souvent ensemble. Donc là, ça fait une corrélation, c'est tout. Et après, gros, il hallucine le résultat. C'est comme ça que Maria Rensk est une terroriste, d'après Blunderbot de Meta. Alors que non, c'est pas une terroriste, c'est une politicienne hollandaise qui a été membre du Parlement européen quand même. Mais elle a écrit, alors pour le Washington Post, un truc où il y avait des mots terrorisme, qui apparaissaient plusieurs fois. Est-ce que ça suffit ? On sait pas trop. Donc le fait que les chatbots peuvent facilement dire n'importe quoi sur n'importe qui et qu'on sache pas très bien pourquoi, c'est quand même 2 problèmes importants. Donc si Blunderbot révèle ton adresse, c'est un problème évident. Il faut pas qu'il le fasse, d'accord. Mais par contre, s'il dit à tout le monde que t'es un violeur, le fabricant a beau dire que non, mais faut pas croire ce qu'il dit, il dit n'importe quoi, voilà, faut pas y croire. Si chaque fois qu'on pose la question, on dit machin c'est un violeur, c'est quand même un gros problème pour la réputation à force, tu vois. Et Zuckerberg en fait c'est quelque chose, puisque il se fait dénigrer par Blunderbot, qui est son propre bot, c'est le bot de Meta. Donc l'euphorie des débuts où on ratisse un petit peu tout ce qu'on peut pour tester le truc et on verra après, pour les détails, ça va pas trop pouvoir continuer comme ça, le jour où les machines deviendront, le jour où ces machins deviendront des produits commerciaux, voilà, ce qui est déjà plus ou moins le cas quand même. Donc les assos spécialistes d'éthique et d'IA vont avoir plein de boulot, mais plein. Margaret Mitchell, elle est tranquille. Ouais, il y a 2 approches. Il y a quelles données peuvent être collectées et on comprend vite qu'aujourd'hui on se pose pas suffisamment la question et qu'il va falloir rapidement se poser la question. Et puis il y a la force, le poids d'autant plus important que va représenter le droit à l'oubli. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité comme ça d'avoir un certain nombre de recours limités, mais des recours, mais ça va devenir encore plus important. C'est un vrai gros problème parce que imaginons que Blunderbot dise un truc sur toi qui est vrai, mais c'était il y a 15 ans, il y a prescription, etc. Ouais. Imaginons que tu exerces un droit à l'oubli, ça veut dire qu'il faut réentraîner le modèle sans ces données. Ouais, ce qui est très costaud. Ce qui est beaucoup plus compliqué que virer ton entrée dans un index de moteur de recherche. Ça va faire tout le calcul, et ça en fait du calcul. Donc s'il faut faire ça à chaque fois qu'il y a une requête, ou même si tu fais ça par batch de requêtes, ça va coûter cher en fait, c'est complexe.
Oui, c'est conséquent, effectivement. C'est pas demain la veille. On peut commencer à se retrousser les manches. Il y aura de l'emploi dans ce domaine-là, j'en doute pas une seule seconde. On va conclure cette rubrique parce que les ressources matérielles qui amènent à faire tourner un peu tous les algorithmes qui nous bluffent aujourd'hui font l'objet de crises géopolitiques. Et Guillaume, il est question là d'embêter la Chine du côté des États-Unis pour ne pas trop mettre à disposition de ressources matérielles. C'est ça ? Pour bien démontrer, si c'était encore nécessaire, à quel point le secteur est devenu stratégique, les États-Unis interdisent à Nvidia et AMD de vendre des accélérateurs de calcul, donc les Tesla et les Radio Instinct, en Chine et en Russie. Donc, parce que elles sont optimisées pour, donc c'est un matos qui est essentiel pour les calculs scientifiques, mais aussi pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et les US continuent donc d'essayer d'étrangler technologiquement ce bloc de l'Est, ce nouveau bloc de l'Est, Chine-Russie. Je sais pas si on va lui trouver un nom, le Grand Est, comme l'Alsace. Non, je pense pas. Mais bon, voilà, donc ce grand bloc de l'Est. Le mois dernier, c'était des technologies, la fabrication des semi-conducteurs qui étaient coupés. Et là, c'est du produit fini, voilà, du GPU haut de gamme. C'est les A100 et les H100 et les MI250 dans le cas d'AMD. Et Nvidia, il est pas content parce que ça fait quand même, il fait quand même 400 millions de chiffre d'affaires en Chine. Donc voilà, son action a baissé de 2%. Celle d'AMD de 3,7%. Pourtant, je crois qu'il a moins de business avec les Chinois, mais bon, quand même. Je pense que les Chinois sont pas très contents non plus, mais bon, ça continue juste comme avant en fait. C'est depuis 2019, c'est un peu comme ça. Et donc, du coup, ils sont obligés de grignoter leur retard assez vite à marche forcée, et s'ils le font pas mal en fait, parce qu'ils viennent d'annoncer leur propre carte graphique, leur propre GPU, accélérateur de calcul, qui s'appelle les Biren, BR100. Donc Biren c'est la marque, BR100 c'est le modèle, le flagship. Donc vous avez jamais entendu parler de Biren, c'est tout à fait normal. Ils existaient déjà en 2019, mais voilà, ils étaient vraiment cantonnés à la Chine. Et avec les problèmes politiques, en fait, ils ont pris une énorme importance, puisqu'ils se sont donné l'objectif de faire un accélérateur 10 fois plus rapide en 3 ans seulement. Et apparemment, 3 ans c'est maintenant, et ils ont réussi. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont fait quand même un GPU donc de 77 milliards de transistors. Donc ils font graver en 7 nanomètres par TSMC, et ce truc est capable de travailler sur 32, 8 et 16 bits. La comparaison avec les H100, pour l'instant, elle est assez compliquée, on n'a pas vraiment testé le truc, mais donc les H100, d'après les notices, là, ils donnent 48 teraflops en FP32, ils disent que le Biren donne 256 teraflops en FP32. Si tu prends les Tensor Core, c'est un peu l'inverse, on sera à 800 pour le H100 de Nvidia contre 512 pour le Biren. Donc bon, on verra, disons, quand on pourra faire des vrais gros tests, mais ce qui est à peu près clair, c'est que ce truc est beaucoup plus puissant, il est plus puissant qu'Ampere, donc que les Tesla A100 de Nvidia, qui est la génération un peu actuelle, et les H100, donc les nouveaux qui commencent à peine à arriver, devraient être au-dessus en termes de performance par watt, mais quand même, le BR100 est très très loin d'être anecdotique. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les Chinois commencent à avoir leur GPU maison, fait en Chine, et qu'il est compétitif. Même s'il n'est pas forcément top niveau, il est quand même vraiment compétitif. Alors, pour l'instant, Biren dépend de TSMC, donc ça veut dire qu'ils ont quand même besoin de Taïwan pour le graver. Un jour, probablement, ils pourront aussi être fabriqués en Chine continentale, et là, c'est vrai que les États-Unis n'ont plus des masses de levier. Ouais, ils ont besoin, la Chine, de gagner en stabilité là-dessus. Il leur faudrait peut-être des colonnes. Les colonnes de Biren. Allez, on va... Désolé. J'ai fait ce que j'ai pu, j'étais inspiré, et puis bon, je me suis dit que c'était pas... Moi, j'ai pensé qu'à Hélène Biren, mais j'ai vraiment pas vu comment je pouvais intégrer ça. Je pas... Oh bon, écoute, on va renoncer peut-être à brancher trop de jeux de mots. Ouais. On va plutôt parler de l'IFA, Guillaume, parce que forcément, c'est un salon qui est toujours intéressant, l'IFA. On a plusieurs choses à vous relayer qu'on a vu passer dans les médiathèques qui étaient présents ou qui suivaient un petit peu l'événement. Et c'est toujours cool, l'IFA, parce que c'est des produits qui arriveront vraisemblablement, enfin pour une bonne partie. Ils se vendront pas forcément, mais ils devraient logiquement arriver. Et du coup, tu as fait un petit peu ta revue de presse. Qu'est-ce qui t'a marqué, Guillaume, qui a été aperçu à l'IFA? Écoute, oui, c'était quand même l'IFA à Berlin en 2022. Ça se termine aujourd'hui en fait. C'était en présentiel, voilà, en réel, comme au bon vieux temps. Est-ce qu'on pouvait éviter ce marronnier? Je sais pas. D'autant qu'il y a eu des trucs marrants quand même. Il y a des tendances. D'ailleurs, on commence avec pour une fois, on va commencer avec l'électroménager, pourquoi pas, pour une fois. Et même avec la French Tech, puisqu'on parle de Joe, le petit copain de Bob, le lave-vaisselle. Bob, c'était un lave-vaisselle tout rikiki autonome, c'est de Dan Technology. C'était le plus petit du monde, j'imagine, 50 cm dans sa plus grande dimension. Et c'est un truc rigolo parce qu'il était autonome, quoi. C'est comme une cafetière, en fait. Tu pouvais l'utiliser comme une cafetière. Enfin, pas pour faire du café, mais tu pouvais le remplir, voilà. T'as pas forcément besoin d'une arrivée d'eau.
Et bref, ils reviennent avec Joe, qui est un four, cette fois, un four multifonction, mais genre vraiment multifonction, hein, puisqu'il fait aussi grille-pain, friteuse, en plus de micro-ondes et cuit-vapeur. Voilà, vraiment polyvalent. Et il est petit, hein. Il fait 20 litres de capacité, c'est encore un proto, donc voilà, on verra bien d'ici un an ce qu'ils pondent chez Dan. Ils font quand même des trucs rigolos, pas très adaptés aux familles nombreuses, ni aux familles de plus de une personne, disons, on va dire, parce que... C'est pas leur cœur de cible, non. Non, je crois, voilà. Mais bon, au chapitre des innovations, pourquoi pas, il y avait l'évier Bosch aussi. Un évier j'ai absolument rien compris à ce truc. J'ai regardé, hein, mais j'ai pas compris le principe. C'est un évier sans trou, en fait, hein, c'est ça? C'est pas un évier sans trou, c'est un évier amovible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un évier qui se double d'un plan de travail. Mais quel intérêt? Et d'une bouilloire, et d'un sèche-éponge. Alors, ça s'appelle le Waterbase de Bosch. Il faut imaginer un évier avec une plaque. Donc la plaque, en fait, elle se baisse et elle se surélève. Ça laisse passer l'eau même quand c'est surélevé sur les côtés, hein, mais voilà, et ça peut s'enlever aussi pour être voilà. Pourquoi faire? C'est probablement pour gagner de l'espace sur le plan de travail. C'est-à-dire, ça fait un plan de travail supplémentaire, quoi. Donc le robinet, lui, en fait, il peut donner de l'eau fraîche, ou bien de l'eau très chaude comme une bouilloire, voire de l'eau gazeuse comme un SodaStream. Donc il y a un panneau de commande à droite et un rangement en dessous, avec effectivement un sèche-éponge, voilà. Bon, faut vraiment vivre dans un pays très très humide quand même pour avoir besoin d'un sèche-éponge. Enfin bon, bref. C'est pas trop le... Mais bon, bref. Mais je comprends vraiment, et c'est probablement de tous les produits ubuesques de salon de ces derniers temps. Ah non, il y a pire, attends, j'y viens. Ça, alors, tu vois, on va en discuter, mais juste... Chez Brico Dépôt, il y a des éviers, j'en ai un chez moi, qui est vendu avec la planche à découper qui s'adapte. Si tu veux gagner un plan de travail, tu mets ça. T'as un évier qui te coûte 50 balles et tu mets la planche à découper en travers. Ouais, ça marche très bien. Là, c'est motorisé et en plus, le robinet te donne de la badoie, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux? C'est non. C'est le rêve. Ok, bon. Un robinet à badoie, c'est fou. C'est fou. Bon, le Waterbase, ça peut vous paraître gadget. Alors, que diriez-vous de l'aquarium à sneakers de LG? Alors, allons-y. Le Shoecase. Ouais. Le Shoecase, c'est une boîte à chaussures vitrée avec filtre UV, anti-humidité et même avec régulateur de température. Voilà, j'ai peur d'avoir compris que c'était vraiment une boîte à chaussures que tu branches en fait pour avoir un régulateur de température du coup. Donc c'est en fait des aquariums ou des vivariums à basket, hein, tout simplement. Et puis en plus c'est empilable et tu peux le mettre dans un Shoecare, qui est une espèce d'armoire qui permet en plus d'assécher votre incroyable collection de baskets. Alors, pour pas me faire plus d'ennemis que raisonnable, je ne commenterai pas ce produit. Alors moi je vais essayer de le faire. Je comprends pas la consommation à simplement stocker la consommation électrique d'énergie. On est quand même en 2022. Bon, je vais pas redonner les éléments de contexte, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir un truc qui consomme de l'énergie pour stocker des chaussures. Pour autant, et je suis convaincu malgré tout que ça se vendra peu, pas longtemps en tout cas, mais pour autant je peux comprendre, même si c'est pas mon délire, que quand t'as une collection de baskets très chères, t'es très envie d'avoir de quoi les protéger, tu vois, et de les quelque part les exposer et tout. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Ça représente très peu de monde, mais pourquoi pas? Moi en tout cas je donne un point de plus que l'évier qui est sans trou, quoi. Bon, pardon. Bon, les tendances à l'IFA, alors il y en avait d'autres quand même, hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme tendance à l'IFA? L'affichage. Alors oui, attends, il y avait aussi celle désespérée de rendre le secteur plus écolo, apparemment un petit peu. Parce que, bon, ok, c'était dans le discours et un peu dans les produits aussi, hein, parce que voilà, on essaye de faire des trucs qui consomment moins, qui utilisent plus de matériaux recyclés, hein, comme le Nokia X30 dont la coque est en alu et en plastique recyclé, en tout cas à 60%. Alors, en vrai, c'est cool cette démarche. Hein, et cette ah oui, alors attention, ça c'est bien, c'est très bien. Franchement, on peut pas dénigrer ça. C'est très bien que ça consomme moins d'énergie, c'est très bien que ça consomme qu'on ait plus de matériaux recyclés. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais enfin, faut être honnête, rien n'a essentiellement changé de ce côté-là. Hein. Il y a autant de tablettes, de téléphones, de smart machines connectés pour la maison, de smart PC, de smartwatch, de PC, de télé, d'écouteurs Bluetooth que d'habitude à l'IFA, hein, comme au CES d'ailleurs, comme au dernier CES. Il y a même des éviers, alors. Et voilà, et des aquariums à sneakers. Bon, je veux dire, une montagne d'appareils et de gadgets dont la seule manière d'être vraiment écologique, c'est de pas être fabriqué ni acheté. Ça c'est. Alors je sais, ça plombe l'ambiance un peu, hein, mais enfin il y a quand même une dissonance entre le discours, un discours comme celui de Samsung, qui insiste sur l'aspect économe et presque vert de son électroménager, tout en continuant de fabriquer toujours autant d'appareils de toutes sortes qu'il faut vendre toujours plus grande quantité. De toute façon, c'est normal, d'un certain point de vue, c'est même nécessaire économiquement, je le comprends, mais écologiquement,
je sais pas si quelques kilowattheures de plus par-ci par-là sur des frigos qui va avoir une influence significative sur un problème qui est systémique. À mon avis, attention, c'est clair que la tech a un rôle essentiel à jouer dans un avenir durable. Pour moi, c'est évident, mais il faut reconnaître aussi que par bien des aspects, elle fait partie du problème, tu vois. Et bon, c'est pas clair. Mais bon, bref. C'est peut-être pas le sujet forcément complètement de cette rubrique non plus. Donc effectivement, tu as raison. Clairement, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai vu en faisant de la veille autour de l'IFA, c'est que très 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 vite, il y avait la question, et c'est là où tu sens quand même qu'on a une époque charnière, et tant mieux, c'est que très très vite dans les discours, il y a cette question qui se pose vis-à-vis de la consommation d'énergie, du rapport à une planète qu'on veut essayer de peut-être au final sauvegarder, quoi. Je fais une toute petite parenthèse. Peut-être qu'on veut bien se poser la question. Non, mais je fais une toute petite parenthèse sur le petit scandale, le scandale lié au PSG. Je sais pas si t'as suivi, mais avec la remarque du char à voile. Moi, je trouve ça super qu'aujourd'hui on puisse s'offusquer de ces situations. Il a peut-être fallu des circonstances très difficiles pour qu'on y arrive, mais finalement, je suis pas sûr qu'il y ait 1 an ou 2 ans, il y aurait eu autant de réactions en ce sens. Et quelque part, tant mieux. Et tant mieux si quand on regarde l'IFA aujourd'hui, on a un regard un peu plus critique, même si ça n'a pas l'air de changer la donne pour tous les annonceurs. Parenthèse terminée une nouvelle fois, désolé. Non, mais je suis d'accord, hein, c'est très bien que ça émerge, c'est très bien que ce soit quelque chose qui devienne une préoccupation centrale, voilà, majeure. Après, faut voir qu'il y a vraiment un problème systémique, quoi. Je veux dire, la technologie, absolument, elle évolue à coup de milliards et de milliards et de milliards, à coup de toujours plus de recherche, toujours plus d'argent et donc toujours plus de ventes. Enfin, je veux dire, si les ventes baissent, la croissance baisse, les crédits, enfin les budgets s'assèchent et voilà, quoi, tu vois. Bon, mais peut-être que c'est ce qu'il faut, je veux dire, mais il faut bien avoir ça à l'esprit, quoi, tu vois. Si on existe, nous, Podcast Tech, c'est parce qu'on parle toujours de nouveautés. Mais c'est en grande partie, cette nouveauté, elle vient aussi du fait qu'on développe des nouveaux produits, qu'on arrive à financer parce qu'on en a vendu plein déjà et qu'on espère en vendre encore plus, quoi. C'est consubstantiel du milieu quand même beaucoup, quoi. Donc ça va être complexe. Après, c'est pas pour ça qu'il faut jeter l'éponge, c'est pas pour ça qu'il faut être désespéré, tu vois. Mais il faut aussi avoir conscience de la timidité relative encore qui a changé fondamentalement les trucs, quoi. Je pense que voilà, pour l'instant, parce que oui, enfin, je veux dire, voilà, on va parler de l'autre tendance de l'IFA, c'est les écrans. Ben, les écrans, ils sont super. Si tu veux, nous, on adore ces écrans. C'est des écrans de délire, complètement délire. Toujours plus gros, 90 pouces. Voilà, un écran OLED de 90 pouces. Le plus gros du salon faisait 123 pouces. Il était pas à vendre, mais les 90 pouces, il fait partie de la gamme commercialisée, quoi. C'est pour LG, donc c'est chez LG le grand spécialiste du OLED. Bon, évidemment, il y avait du QLED un peu partout. Même chez Tesla, voilà, Tesla vend des bagnoles, bon, ok. Ils vendent aussi des lance-flammes. Il vendra peut-être des camions. Ils vendent aussi des télés désormais. What the fuck, alerte what the fuck. Il fait des télé QLED qui ont absolument rien d'extraordinaire en plus. Ils ont une qualité d'image moyenne, et la télécommande, c'est une télécommande LG, il embarque WebOS. Bon, qu'est-ce que ça fout là? Bon, voilà, passons. C'est pas Tesla des voitures, hein. C'est pas la même marque. C'est pas la même société. Ils ont un accord, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le Tesla d'Elon Musk. C'est bien une marque serbe. La marque c'est Tesla, mais c'est une marque serbe qui s'appelle Tesla, mais qui n'est pas Tesla Motors de l'entreprise d'Elon Musk. Le logo subtilement y ressemble, et je pense qu'ils ont peut-être des accords. Mais oui, parce qu'en plus Nikola Tesla est d'origine serbe, si je dis pas de bêtises. Alors écoute, je consultais ça. Non, a priori il y a pas de un truc qui s'appelle Tesla à l'IFA et qui, tu vois, et où il y a pas des un logo qui arrivent et qui a un logo comme ça. Je suis désolé, ça a pas de lien avec Tesla. Rassure-toi, ce n'est pas la société d'Elon Musk qui commercialise ces télés moyennes réencapsulées d'LG. Voilà. Bon, j'ai rien compris. Sois rassuré. Désolé, voilà, oui. Bon, passons, désolé. Bon, passons sur un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur, le Cine 1 de Leica. Un projecteur laser Ultra HD, à ultra courte focale. Tu le mets littéralement contre le mur et t'as une télé de 80 pouces 4K, voilà, que le son est intégré. C'est même compatible Dolby Atmos. Je pourrais le trouver parfaitement génial, mais étant donné qu'il coûte 8 000 €, je le trouve complètement pourri. Faut quand même bien. Alors, le plus délire, quand même, c'était les moniteurs de PC, hein. En fait, tu me fais doublement rire parce qu'il y a une polémique quand même qui est sortie ces derniers jours.
En particulier sur Twitter, je suis un peu ta vigie Twitter, Guillaume, tu sais, sur The Last of Us remasterisé sur la PlayStation 5, qui est évalué, en gros 9 sur 10. Il lui aurait bien mis 10, mais ils lui mettent 9 parce qu'il est trop cher. Et c'est rigolo de mettre ce rapport entre l'évaluation d'un produit et son prix. Bon, surtout pour un jeu vidéo, je trouve que ça s'y prête pas trop. Un produit tech, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, pardon, excuse-moi. Décidément, que de parenthèse. Écoute, où je te coupe pour cet épisode. après, tu peux trouver des défauts. Au plus tu payes cher, au plus tu t'arrives à trouver des défauts facilement, mais bon. Tu peux être exigeant. Tu peux être exigeant, quoi. Et bon, des écrans de PC, oui, des écrans de PC qui sont d'ailleurs des télés, hein, globalement, parce que 42 ou 55 pouces, ça s'appelle juste une télé, mais une télé avec une fréquence de 120 Hz adaptative, ou plus même d'ailleurs de 120 Hz. Et voilà. Une fonction nouvelle, je sais pas si c'est encore totalement un gimmick ou si c'est un truc vraiment utile, c'est la courbure variable. Donc il y a le LG Flex LX4, qui est une télé de 42 pouces, qui peut passer à plat, qui peut avoir une télé plate, qui peut passer donc de télé plate à télé assez courbée, vraiment courbée, hein, à la demande, avec un bouton et un moteur qui tord l'écran, parce que toi t'oserais jamais faire ça, qui tord l'écran tout seul pour jusqu'à 900 Hz. Et c'est pareil pour le Corsair Xeneon Flex, qui est un moteur, qui est par contre un vrai moniteur, parce que c'est un 21/9, qui passe aussi de plat à très courbé, à 800 Hz. Donc rappelons que 800 Hz, ça veut dire que l'écran épouse un arc de cercle d'un rayon de 800 mm, donc 80 cm autour de ta tête, tout simplement. Donc au plus le chiffre est grand, au plus le cercle est loin, et donc au plus le cylindre apparaît plat. Si tu veux, au contraire, au plus le chiffre est petit, au plus la courbure est grande, et donc au plus l'écran est replié autour de toi. Donc c'est pas du tout le même usage, hein. Voilà, évidemment, une télé qu'on regarde à plusieurs, pas trop intérêt à avoir une grosse courbure, ça gênerait au bord, quoi, voilà, ça gênerait le visionnage, alors qu'une télé, donc, quand t'as des télés courbes, c'est des télés qui sont courbées vers, je sais pas, 4000 Hz, 2000 Hz, on retrouve des moniteurs, vers 2000 Hz, par contre, on retrouve des moniteurs PC, voilà, pour le jeu, à partir de 2000 Hz, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir soit une télé, qui peut devenir un moniteur de jeu immersif, soit d'avoir un moniteur de jeu, qui peut devenir, soit une télé à plat, soit pour le travail bureautique aussi, voilà, ou une télé, le cas échéant, tout simplement, quoi. Donc, certains s'embarrassent de toute façon pas de ces considérations. Télé, on s'en fout, hein, voilà. Samsung présentait son Galaxy Arc de 55 pouces, courbé à 1000 Hz fixe. Donc voilà. C'est un Samsung Arc. C'est un Samsung Galaxy Arc. Galaxy. Absolument. Non, c'est un Samsung Odyssey Arc. Samsung On se fait avoir par leur marque, leur gamme. Odyssey, absolument. Décidément, entre Tesla et Samsung, j'ai beaucoup de mal. Donc, il y avait, voilà, le Odyssey Arc courbé à 1000 Hz, voilà, 165 Hz, et pivotable en mode portrait pour voir l'écran directement au-dessus de ta tête. Il coûte 3000 balles. Je le trouve donc médiocre par rapport au Ciné 1. Ouais, il fait terriblement envie, mais bon, il est évidemment. Donc je sais pas, j'ai pas vu les prix des Xeneon là et des LX4. Est-ce que tu étais tenté par ces écrans extravagantesques? Non, pas du tout. Et je pense qu'il représente la quintessence de la remarque qu'on faisait. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a vraiment des besoins? Bon, et en fait, c'est génial. Ça fait très envie. Donc après tout, c'est très bien. C'est une vitrine technologique qui est vraiment bluffante. Je me suis vraiment interrogé sur le fait d'avoir un écran qui puisse se plier, qui puisse se courber plutôt. Et je comprends aussi qu'il y ait plein de situations, probablement pour les mêmes cœurs de cible que ceux qui achètent des lave-vaisselle ou des fours pour Rikiki, pour maison Rikiki, comme Bob et Joe dont on parlait tout à l'heure. Après tout, si tu as une pièce chez toi et que tantôt tu veux une télé, une surface un peu plate et que tu veux aussi pouvoir t'en servir d'écran pour bosser au quotidien avec le poids qu'a pris le télétravail et le courber, écoute, pourquoi pas, c'est pas complètement déconnant. C'est juste effectivement les prix et puis la mise en perspective sur le plan écologique qui sont un peu déroutants, mais bon. On peut peut-être parler juste un détail, on a vu aussi passer des lunettes dédiées à l'affichage. Je trouvais ça aussi intéressant. Peut-être qu'on peut continuer juste là-dessus pendant qu'on en est dans les affichages, Guillaume, sauf si tu voulais qu'on suive scrupuleusement le conducteur. Non, pas du tout, c'est vrai. Oui, Lenovo lance aussi des lunettes de réalité virtuelle, enfin de réalité augmentée. Vite dit, le réalité augmentée, hein, parce que les T1, finalement, c'est des trucs qui sont relativement légers et compacts, finalement, parce que c'est des trucs qui sont passifs, en fait. Il n'y a pas de CPU intégré, tout est sur le téléphone ou le terminal, donc c'est plus simple, en fait. On a des versions, c'est vraiment une version light de ces A3, puisque les Lenovo A3, ça ressemble un peu à des HoloLens, quoi. C'est les HoloLens de Lenovo, on peut dire. Hein. Donc elles donnent un affichage qui est très lisible, les T1, très lumineux, utilisables même en plein jour. Elles peuvent servir d'écran auxiliaire, en fait, en toutes circonstances, pour regarder des documents confidentiels ou un bon porno dans le train, par exemple, en toute sérénité.
Donc globalement, c'est quand même, c'est un petit peu le même principe pour les NXT Wear, hein, qui voilà, donc c'est pas forcément un truc super nouveau de TCL, qui est aussi un écran auxiliaire micro OLED 1080p, hein, pareil, c'est un écran, voilà, c'est vraiment un écran portable que tu te mets sur la tête à 1080p et tu le branches où tu veux, même à une PlayStation 5. C'était même la démo sur le stand TCL. Donc autant les T1 que les NXT Wear, là, elles veulent être un produit grand public avec un prix assez contenu, entre 4 et 500 $. C'est cher, c'est quand même moins que les 1000 $ de la version Pro, la A3 par exemple. Donc voilà, est-ce qu'on est à la veille d'une adoption massive, ou disons significative, hein, des écrans à portée sur sa tête? Parce que c'est vraiment ça que ça promet, rien d'autre en fait, hein, pas de VR, pas d'immersion, pas d'interaction, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'isolation, rien, c'est vous avez un moniteur à brancher où vous voulez en voyage, et puis voilà, séduit. Bon, oui, pourquoi pas. Moi, je trouve ça cool. En fait, dans l'approche, il faut évidemment vérifier la viabilité. Mais je me dis carrément dans le train, est-ce que finalement tu peux pas remplacer ça par remplacer ta tablette par des lunettes à voir. Il y a sans doute plein de contraintes. La réflexion que je me faisais en voyant ces produits, c'est que je trouve qu'ils justifient à eux seuls. Là encore, empreinte écologique mise de côté, mais je trouve qu'ils justifient à eux seuls le fait qu'il y ait un salon en physique, parce que pour qu'on puisse appréhender ces produits, il faut qu'il y ait des vrais humains journalistes qui aient la possibilité de les tester et de nous dire ce qu'ils en ont pensé, parce que tu vois, sur des articles de site web, via un podcast ou via une vidéo sur YouTube, on n'a pas la possibilité de se rendre compte de ce que ça donne, d'à quel point c'est immersif. Donc très bien, ils justifient les contacts humains de salon, c'est plutôt cool. Voilà. Et tous ces vols en avion, tout ça. Et voilà, exactement. Ça porte. Oui, et tu sais que c'est devenu dingue parce qu'on devient vraiment à fleur de peau quand on voit les journalistes qui maintenant diffusent la petite photo de eux qui partent en avion pour aller à la keynote Apple. Forcément, ça. Bon. On réagit à tout maintenant. Hein, on réagit à tout. Bon. C'est difficile d'être exhaustif là-dessus. On va parler plutôt des PC délire et des téléphones de ouf. Délire. Il n'y a pas que des écrans délire, il y a aussi des PC délire. Enfin bon, comme l'an dernier, c'est plutôt des mises à jour en fait, hein, des PC délire, parce qu'on a eu droit donc à un ThinkPad Fold et un ZenBook Fold, pareil. Donc le ZenBook Fold a été montré au CES déjà, hein, c'est un écran de 17 pouces qui supplie, et voilà, qui est utilisable de plein de manières différentes, en tablette géante, en clamshell comme ça, double écran, en moniteur avec petit clavier externe, le tout raisonnablement portable une fois fermé, et tout ça pour un prix beaucoup moins raisonnable de 4000 €, donc c'est vraiment un peu dégueulasse quand même. Prévu pour le 4e trimestre, il ressemble quand même pas mal au ThinkPad X1 Flex, qui est cette année en version 16 pouces. Alors, le X1 Flex de l'an dernier il était en 13 pouces, et il n'avait pas vraiment convaincu. Celui de cette année, il a quand même un écran plus grand, il est plus rapide, il a un logiciel plus mature aussi, il a un OS qui est plus adapté à ça. Et ça commence à devenir un ordinateur grand public crédible. En plus, il coûte que 2500 $, donc il est presque acceptable. Sans clavier, parce que évidemment le clavier, il faut l'acheter à part, c'est un clavier qui doit coûter 100 balles, parce qu'il n'y a pas de petits profits. Donc le pliant commence-t-il à se déployer, hein, voilà, le Galaxy Fold 4, c'est un bon téléphone aussi, qui est robuste, c'est devenu relativement robuste. D'ailleurs, j'en veux pour preuve une vidéo fort douloureuse de Jerry Rig Everything. Ah, ça fait mal à regarder. qui montre qu'il est pas si fragile, hein, puisqu'il le torture de toutes les manières possibles, les derniers outrages, c'est terrible. Et ouais, il est pas aussi fragile qu'on pourrait le craindre, finalement, il tient assez bien, donc ouais, les constructeurs proposent des machines qui commencent à être séduisantes, mais c'est vrai que le prix reste un vrai frein, quoi. Le Fold 4, c'est grosso modo 2000, on trouve des Fold 2 et 3 reconditionnés vers 1000, mais enfin c'est quand même assez cher pour une occasion, quoi, tu vois. Je pense que ça manque beaucoup de compétition encore, et vraiment, et de prix plus accessibles, c'est encore dommage. Ça manque de maturité, mais ça va venir, je n'en doute pas une seule seconde. Ça va venir. Non, d'ailleurs, j'en sais rien si ça va venir ou pas, mais ça pourrait venir doucement. En tout cas, c'est pas encore le bon moment, sans doute, pour s'équiper sur ce type de produit. Dites-le nous, si jamais vous êtes équipé et que vous en êtes satisfait. Je suis sûr qu'il y en a certains pour qui c'est le cas. On va passer plutôt à une rubrique jeux vidéo, Guillaume, à commencer par du matos pour faire tourner les jeux, avec les cartes graphiques Intel. Ouais, Intel communique sur les performances de ses cartes Arc encore, donc, et en particulier en ray tracing d'ailleurs, pas seulement, mais bon. Donc globalement, si on résume, hein, les cartes Arc sont optimisées plutôt pour DirectX 12 et Vulkan. Les performances peuvent varier plus franchement avec les API plus anciennes, bizarrement. Donc si vous avez un jeu en DirectX 9, finalement, ça peut être un peu étrange, mais bon. Pour le ray tracing, quand même, ce qui nous intéresse le plus, là, le résultat est en demi-teinte, plus ou moins, parce que essentiellement, Intel affirme, chiffre à l'appui, que ces cartes haut de gamme, qui sont donc les A750 et les A770, sont meilleures qu'une RTX 3060, en moyenne. Il y a même une A770 sera en moyenne 14% supérieure à une RTX 3060.
ça confirme qu'Intel est donc pas du tout au niveau de Nvidia, puisque ça dit en creux que la 770 est bien moins puissante qu'une 3080 et évidemment qu'une 3090, etc. Et c'est pas du tout une surprise, hein. Intel ne comptait pas du tout dominer tout le monde dès le premier coup, et le prix en témoigne, puisque en fait les A750, qui donnent peu ou prou les performances d'une 3060, elles se positionnent autour des $300. Enfin, en tout cas, c'est le prix souhaité. Une A770 de 350 à 400. Donc on n'est pas dans les gammes de prix des 3080 et 3090, c'est pas non plus du tout dans les gammes de performance, ça reste assez cohérent finalement. Et plutôt au crédit d'Intel quand même, sa première carte graphique orientée performance, qui sortent là, il se débrouille pas si mal, hein, et le système ray tracing qui est quand même lui à sa première itération, c'est leur premier, ça se mesure aux unités Nvidia qui eux sont déjà à leur deuxième génération, mine de rien, puisque la première génération, c'était donc les 2080. Donc Intel démarre modestement, mais sûrement. Voilà, alors il y a toujours des problèmes de disponibilité, hein, c'est peut-être ça le plus préoccupant, mais Intel affirme qu'ils s'engagent vraiment fermement dans le GPU, qu'ils continueront à sortir des cartes, qu'ils bossent activement sur les générations suivantes et qui sont là pour rester. Donc voilà, un nouvel acteur pérenne apparemment. Quoi qu'il arrive. Tant mieux, et ils vont gagner en maturité eux aussi, j'imagine, et développer leurs services. Un petit mot du côté du deal Activision-Microsoft, parce que c'était un deal pour lequel on voyait pas forcément des raisons d'être bloqué. Il aurait dû aboutir. Et là, on commence à avoir des signes qu'il faut surveiller, notamment du côté de l'Angleterre, Guillaume. Écoute, oui, la CMA, la Competition and Market Authority anglaise, elle est pas très chaude à la perspective d'un rachat d'Activision par Microsoft. Alors, cette méga acquisition à 69 millions de dollars, qui les inquiète un peu. La CMA craint que la fusion ne résulte en une superpuissance difficile à vivre pour la concurrence, en particulier en leur refusant des licences ultra populaires. Donc la CMA conclut ainsi son enquête de phase 1 et souhaite du coup passer à la phase 2, fort logiquement. Une enquête plus approfondie donc, qui durerait jusqu'à 24 semaines et qui pourrait aboutir à un refus, tout simplement, voilà, ou à des difficultés en tout cas. Faut pas oublier quand même que c'est ça qui a fait dérailler le rachat de ARM par Nvidia. C'est quand même eux qui les a, voilà. C'est eux qui les a fait tourner. Enfin, Nvidia a fini par jeter l'éponge, mais disons, voilà, s'il a fait ça, c'est que très probablement il n'y avait plus aucune chance. Phil Spencer, pourtant, répète souvent qu'ils conserveront des jeux accessibles au plus grand nombre, que Call of Duty restera sur PlayStation, il y a vraiment pas dire le contraire. Bien sûr, sauf que The Elder Scrolls 6 sera exclusif Xbox et PC. Moi, je dis ça en passant, je dis rien. De fait, Microsoft insiste sur le fait qu'ils veulent développer le Game Pass, et que c'est le Game Pass au bénéfice des joueurs, parce que ça permet d'augmenter l'accessibilité de tous les jeux du Game Pass, et donc des jeux en général, et pas de la réduire, tu vois, puisque la barrière d'entrée est quand même faible, autant au niveau prix qu'au niveau du matos, puisqu'avec xCloud, t'as pas besoin de matos du tout. Donc, l'argument, c'est que le rachat bénéficiera aux consommateurs, et le contre-argument, que c'est que ça va beaucoup compliquer la tâche des entreprises concurrentes, par contre. Donc, c'est une affaire complexe, évidemment, et qui en rappelle d'autres, bien entendu, puisque, voilà, c'est comment tu vois la libre concurrence, qu'est-ce qu'elle recherche, surtout, cette libre concurrence, tu vois. Si tu veux une libre concurrence pour être sûr de ne pas léser le consommateur, du coup, ça va être difficile à défendre. Mais si, même si le consommateur est pas lésé, ça a des conséquences économiques qui sont délétères, c'est quand même pas négligeable non plus, donc faut voir comment ça sera arbitré. Bon, d'autant que les Anglais sont pas séduits, mais Microsoft ménage pas ses efforts pour séduire tout le monde, Le Game Pass, t'as vu, il est déjà pas bien cher. Pour tous les titres qu'il offre, c'est quand même pas mal, et il va aller encore plus loin avec le plan famille, ça y est, c'est officiel. Le plan famille entre carrément en test en Colombie et en Irlande, donc pour 22 € par mois en Irlande, vous pourrez partager votre Game Pass avec 4 autres personnes de la famille, ou même pas du tout, voilà, puisque les amis sont admis, il faut juste qu'ils soient dans le même pays, et donc ça fait de l'ordre de moins de 5 € par personne, quoi. Enfin, c'est quand même pas mal pour de moins de 5 € avoir accès à tout ça. Ouais, c'est hyper convaincant, ça c'est clair. Je me posais juste une question d'ailleurs en termes de fond, qui est peut-être une question très très bête, mais au nom de quoi l'autorité de la concurrence anglaise pourrait remettre en question une acquisition de boîtes américaines par une boîte américaine? C'est vraiment con comme question, mais je me suis posé la question, quelle influence et quelle légitimité ils ont sur ce genre de choses? En quoi les acteurs de régulation et de concurrence dans le monde peuvent se prononcer? Parce que, coup parti, tu vois, il y a qu'à y avoir des autorités de la concurrence, j'en sais rien, en Chine, en Inde, qui sont pas d'accord et... ça pose problème, Au Japon, il y a des autorités de la concurrence qui ont empêché certains trucs, certains deals. Ils ont... Des deals d'acquisition de boîtes américaines? Alors, c'était, je sais tu vois, plus, des deals d'acquisition de boîtes américaines qui rachètent des Japonais. Je peux comprendre que le Japon, il se prononce, tu vois. Nvidia, ARM, je comprends, tu vois. Mais Activision Blizzard et Microsoft...
Mais vraiment, je me suis posé la question. Peut-être parce que ils ont des filiales et qu'ils ont un poids financier important dans les pays. Qu'ils ont des filiales un peu partout, donc ça doit avoir des. Comme c'est des multinationales, je pense que c'est quand même important. Hein, je vois pas. Si vous êtes expert en droit et que vous voulez certifier cette réponse ou au contraire vous apporter de l'eau à notre moulin, on sera ravis. Un petit mot du côté des acquisitions qui décidément continuent. Ça se rachète entre boîtes de jeux vidéo. Mais oui, on reste dans la concentration. Restons concentrés avec Quantic Dream qui se fait racheter par le chinois NetEase. Quantic Dream, vous connaissez sans doute, hein, bien sûr, c'est le studio français à l'origine de Detroit, de Beyond Two Souls, et dans un avenir plus lointain, un futur énorme blockbuster Star Wars, en tout cas si on en croit la bande-annonce. Et NetEase, lui, c'est un poids lourd en Chine, où il exploite un portail de moteur de recherche assez populaire. Il développe aussi plein de jeux sur mobile. Dernièrement, d'ailleurs, Diablo Immortal, hein, c'est eux qui l'ont fait pour Blizzard. Donc, ils sont pas mal assis, hein, bien assis financièrement. Capitalisation boursière de 42 milliards d'euros et 10 milliards de chiffre d'affaires. Quantic Dream, ben justement, c'est ça qu'il veut. Il veut des sous. Voilà, il veut des sous. Il veut rêver plus grand. Je cite. Quant à NetEase, ben, ils veulent un pied en Europe, hein, avec un studio bien installé. Donc tout le monde est content, voilà, c'est gagnant-gagnant, enfin, tant que des considérations politiques ou des malentendus culturels ne viennent pas tout gâcher, bien entendu, mais ça on verra plus tard. Et bon, pour conclure avec les gros sous, mentionnons aussi que From Software, un passé de développeur niche voire obscur à rockstar du jeu vidéo, avec la série des Souls et évidemment surtout avec Elden Ring, ils viennent de récolter 260 millions auprès de Sony et Tencent. Donc voilà, ils rachètent 14 et 16% du studio respectivement, le studio préféré des masochistes. Tencent continue donc de prendre des parts un peu partout, hein, 40% d'Epic, 5% d'Activision Blizzard, 5% d'Ubisoft. En attendant plus, voire beaucoup plus, il y a des rumeurs, mais bon, je ne commande pas les rumeurs. Sauf quand je le fais. Ça rachète. Il y a une offre sur eBay sur laquelle tu as failli enchérir, Guillaume, et j'avoue que c'est assez incroyable, un collectionneur qui met en vente sa collection. C'est un Français qui serait à Apt, qui vend une collection de 2200 consoles, soit toutes les consoles. Ouais. Non seulement toutes les consoles, mais tous les modèles de consoles, toutes les variations, toutes les éditions collector, tout ce que vous voulez. Le gars a 73 PSP, 50 Mega Drive, 87 DS Lite, 95 GBSP, 73 PS2, entre autres. Certaines seraient même uniques et introuvables ailleurs. Tout est en boîte, c'est vertigineux. C'est aussi 1 million d'euros. Je sais pas s'il est ouvert à la négociation. On peut négocier très très sec, on verra. T'es intéressé ? Non, bon. Dans l'absolu. En pouvant négocier, oui. Mais cela dit, des musées et des sociétés comme ça pourrait être. C'est ce qu'il écrit. Il écrit un peu sa vie dans le corps de la truc. Oui, j'ai vu ça. Il raconte un peu qu'il a eu une première collection, il s'en débarrassait, il en a refait une autre, il s'en est redébarrassé. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ce monsieur ? Je sais pas ce qu'il fait, mais il a les moyens, parce qu'étant donné qu'il a vendu et racheté 2 fois cette collection, je pense que ouais, le mec a les moyens, quoi. Dans 10 ans, il va revendre une nouvelle collection qu'il aura refaite. C'est assez fou. Bon. Et puis, tu poses la question dans le conducteur, je la reprends. Quelle est la différence entre Dragalialos et un capteur pour sèche-linge, Guillaume ? Eh ben, aucune. Les deux vont crever prochainement quand leurs serveurs vont être débranchés et sombrer dans les ténèbres glaciales de l'oubli. Voilà. Oh. Et oui, Dragalialos, c'était le premier jeu mobile ambitieux de Nintendo, souvenez-vous, c'était lancé en 2018. Et ça a été un succès, complètement, mais ça n'empêche pas Nintendo et Cygames, donc, qui le géraient, de prévoir son débranchement pour le 29 novembre. Comme Watt millions d'autres d'ailleurs sur Google Play et ailleurs, le jeu mourra. Voilà. Avoir ces données ne suffira pas, il faudra aussi avoir la partie serveur, donc bonne chance. Voilà, le free-to-play c'est devenu quasiment la norme sur mobile, et ça déborde, et ces milliers de jeux sont tous en sursis en fait. Certains seront ressuscités peut-être par la patience et le dévouement de gens qui émuleront leur serveur, comme ça se fait déjà d'ailleurs, pour certains un mémo oublié, mais la plupart disparaîtront purement et simplement. Et avec eux vos souvenirs, voilà, le temps passé dessus, l'argent investi sur cette armure flashy, voilà, tout ça c'est parti. Je te dis, les lendemains du free-to-play seront faits de tristesse et d'amertume, voilà. Mais peut-être que c'est une bonne chose finalement, peut-être que la jeune génération, voilà, les jeunes doivent très tôt être confrontés à la perte, au vide laissé par le deuil, tu vois, voilà, et à la saveur âcre du regret. Oh, je suis tristesse, c'est terrible. Bon, écoute... Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission. Si vous voulez continuer à échanger avec nous, vous pouvez vous rendre sur le serveur Discord où il y aura donc le channel Midjourney où vous pourrez vous expérimenter à la création d'œuvres sur la base de vos prompts. On prend également vos commentaires sur techcafé.fr et on est évidemment ravis de prendre connaissance de vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et des nombreuses étoiles sur Spotify. Mais il est
était aussi grand temps de vous rappeler où on peut nous retrouver à titre individuel. Et notamment, toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah, mais moi, me retrouver au café en train de jouer compulsivement au loto pour pouvoir me payer les 2200 consoles. Eh oui, j'aurais dû m'en douter qu'il fallait te trouver une stratégie d'acquisition pour cette si belle collection. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.